Ciao les fans, aujourd'hui on va essayer un nouveau concept, un format de vidéo où vous n'aurez que ma voix et par conséquent, vous ne verrez pas ma tête. Bonjour. Oui, car aujourd'hui on va parler des 10 meilleurs circuits au monde, selon moi. Et ce principalement d'un point de vue pilotage. Je tiens à préciser que même si j'ai un bon coup de volant et que j'ai une certaine crédibilité niveau pilotage, il n'est pas impossible que je commette des erreurs. Voilà, on démarre bien la vidéo. Alors vu qu'on va parler de circuit, on peut se demander, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un circuit ? Pour certains, ce n'est rien d'autre qu'un truc qui tourne en rond, mais pour ceux qui ne s'arrêtent pas au premier regard, un circuit est un lieu consacré à la compétition automobile. Chacun est différent et possède son propre caractère de par son tracé ou son environnement. J'ai envie de dire que c'est la partie noble du sport automobile, car c'est ici que l'art du pilotage peut s'exprimer. Comme la feuille de l'écrivain ou la toile d'un peintre. Waouh! Attention, cela ne veut pas dire que le rendu est forcément beau à voir. Regardez. Mais je m'égare. Je rappelle juste que la liste que vous allez découvrir, ce sont des circuits actuels et ils ne dépendent que de mes critères personnels. C'est donc totalement subjectif. Et il se pourrait très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et c'est tant mieux. Ah, tant mieux, parce que la diversité, la richesse de la diversité, tout ça, comme ça, blablabla. Blabla F1. Bref, dans cette liste, nous avons 9 circuits européens et 1 circuit asiatique. 8 qui ont déjà été présents au calendrier de la Formule 1, dont 4 qui le sont encore. 8 routiers et 2 urbains. Vous êtes prêts ? On est y par Balthazar. Numéro 10, le circuit de Suzuka. Certains m'en veulent sûrement déjà de mettre Suzuka seulement à la 10e place de ce classement parce que la majorité s'accorde à dire que c'est l'un des meilleurs circuits en termes de pilotage. D'autant plus que l'environnement il est quand même plutôt extravagant avec tous ces fans japonais. Mais pour ma part, ce n'est pas le circuit qui me fait le plus rêver, même s'il est vrai qu'en termes de pilotage, c'est une vraie perle. Je n'ai qu'un seul véritable souci avec ce circuit, c'est que j'ai mis très longtemps à le cerner. Et parmi toute la ribambelle de virages géniaux comme le 130R, Spoon ou l'enchaînement du premier secteur, c'est Degner qui me fait le plus kiffer ce circuit japonais. Grosse vitesse d'entrée, il faut stabiliser la voiture pour amorcer un freinage très délicat pour se jeter dans le deuxième droit en conservant un max de vitesse. Juste génial. Numéro 9, et c'est là que ceux qui m'ont laissé une chance après Suzuka vont définitivement sortir les fourches, car il s'agit de Barcelone. Certes, les courses ne sont pas très spectaculaires, mais mes critères de choix ne sont pas le spectacle de course, mais bien le pilotage. Et en ce domaine, Barcelone est un super circuit, et comme pour Suzuka, j'ai galéré à le cerner. Là où il se distingue selon moi de Suzuka, c'est que j'y suis allé 8 fois, 5 fois pour le MotoGP et 3 fois pour les essais hivernaux de Formule 1. Mais comme j'ai dit en intro de vidéo, l'environnement influence un petit peu mon choix. Bref. À Barcelone, nous avons principalement des longues courbes, où le dénivelé vient rajouter un peu de piment et certains de ces virages sont de véritables challenges, comme le numéro 7, où vous faites un gauche-droite à haute vitesse et où le train arrière se dérobe. C'est ici que les meilleures voitures font la grosse différence, mais mon virage préféré c'est celui qui vient juste après, le numéro 9, aussi appelé comme ça. Virage à très haute vitesse en montée où vous ne voyez pas le point de corde, et encore moins la sortie qui se finit sur le vibreur et qui débouche sur l'une des rares parties plates du circuit. Un véritable kiff. Numéro 8, Imola. Il est un peu dans le cas de Barcelone, dans le sens où le spectacle en course est assez approximatif. Mais si j'aime ce circuit, c'est à cause de mon enfance où j'ai littéralement séché le Grand Prix de Saint-Marin 2001. Je découvrais la Formule 1, mon père avait l'habitude d'enregistrer des Grands Prix sur les cassettes, vous voyez là les VHS, bref. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je suis resté bloqué sur Imola. C'est un circuit qui me séduit par son étroitesse, son dénivelé et son caractère old school. Aussi le fait qu'il soit d'Italie y joue un petit peu. Mais bref, entre Tamborello, Villeneuve, Piratella, Acquaminerale et Rivazza, il y a de quoi s'amuser. Et pour ma part, c'est Acquaminerale qui me donne le plus envie de revoir ce circuit en Formule 1. Vous arrivez de Piratella en descente et vous ne visez non pas le premier droit, mais bien le deuxième, où la compression offre un véritable challenge au pilote. Et un véritable kiff pour les fans et le pilote. On enchaîne avec le numéro 7, le circuit de Pau, aussi surnommé le Petit Monaco. Et on y voit quelques ressemblances déjà parce que c'est un circuit en ville, quasi centenaire, et puis surtout son tracé est très délicat à gérer. Des bosses, du dénivelé avec des rails très proches avec en prime, des trottoirs sur les bas-côtés qui vous enverront valdinguer si vous les touchez. Alors prenez garde. Non sérieux, prenez garde. Le virage de la gare est un véritable défi, il ne faut pas avoir peur de s'y jeter car le léger banking vous aidera à faire pivoter la voiture, mais le plus gros challenge de ce circuit, c'est bien la statue Foch. Vous arrivez d'un long droit moyennement rapide et découvrez le rond-point du maréchal Foch.
la piste bosselée vous aidera pas pour freiner et vous devrez compenser avec les mouvements de la voiture pour aller attaquer le rond-point à gauche avant de vous jeter en une fraction de seconde dans la sortie à droite vers la descente de Poemiro. Poemiro. Bref. Quelques secondes d'apnée et de stress fait que ce circuit mérite grandement le surnom de Petit Monaco. Magique. Numéro 6, le circuit de Portimao au Portugal. C'est un circuit plutôt méconnu que j'ai découvert récemment sur Project Cars, et si vous ne le connaissez pas encore, allez le découvrir, bordel de merde. C'est un circuit qui mérite une place dans le calendrier de Formule 1 car on y verrait, je pense, de très belles courses. Des virages rapides, une piste large avec une longue ligne droite et de gros freinages propices au dépassement, et puis surtout, du dénivelé. Oh, qui rajoute un petit peu de piquant et de saveur à ce circuit déjà très délicieux. Personnellement, les virages en 2 temps type Samsung que vous voyez ici, j'adore. Mais c'est bien le virage 11 appelé Portimao qui est véritablement le challenge du circuit portugais. Vous arrivez d'une grosse montée et vous ne voyez pas le point de corde. Donc déjà, vous n'êtes pas bien. Il faut le deviner car celui-ci est en plein dans une descente. Un train arrière très léger vous donnera des sueurs froides. Liberty Media, s'il vous plaît, ramenez la F1 au Portugal. On entre dans le top 5 et jusque-là, si l'ordre des circuits pouvait varier en fonction de mon humeur, ceux qui arrivent font vraiment partie de la crème de la crème. Et le numéro 5, nous avons Monaco. Certains seront surpris d'une position si basse dans le classement, d'autres seront surpris qu'il ait une place dans le classement. Parce que Monaco n'est pas du goût de tout le monde, c'est un circuit infiniment complexe où l'erreur n'est pas tolérable. Je vous inviterai bien à aller voir ma vidéo Un tour à Monaco, mais YouTube l'a tout simplement striké. Bref, si je peux me vanter un petit peu, c'est l'un des circuits que je maîtrise le mieux. Après, j'y ai passé tellement de temps dessus que ça peut se comprendre. Le secret, c'est d'apprendre à marcher avant de courir, et de s'auto-censurer, surtout en course. On pourrait vraiment couper ce circuit en 3 parties. La première avec la ligne de départ, Saint-Dévote et la montée vers Massenet qui est une bonne mise en bouche. La deuxième partie, celle que j'aime le moins, c'est la partie dans la ville, la partie lente, la partie sinueuse, avec Mirabeau ou l'épingle du Loves qui ne s'appelle plus l'épingle du Loves. D'ailleurs, si vous savez son nom, le nom de l'hôtel, dites-le moi en commentaire parce que je l'ai oublié. Ensuite vient le tunnel et la chicane, que l'on peut rattacher à la troisième partie qui est la plus technique car c'est la plus rapide. Après la chicane, vous avez quelques secondes de répit pour vous préparer à entrer dans le secteur le plus délicat de la saison. Avec le tabac et les piscines, vous avez intérêt à déborder de précision et de confiance en vous, non seulement pour les passer sans encombre, mais surtout pour être rapide. Et si je devais choisir qu'un seul virage, c'est le tabac. Car c'est lui qui vous dicte la confiance. Un gros kiff quand on arrive à la rascasse en ayant tout passé parfaitement. Numéro 4, Silverstone. C'est un circuit extrêmement rapide et je kiffe ça. Alors, dans ce cas, vous allez me dire, si j'aime les circuits rapides, mais pourquoi t'as pas mis Monza? Eh bien, parce que Silverstone comporte des virages. Et quelques-uns des plus beaux virages au monde, si vous me le permettez. Si vous le voulez, et même si vous ne le voulez pas, les réglages de Silverstone favorisent la vitesse. De petits ailerons, une voiture très basse et rigide pour pouvoir avaler à des vitesses gastronomiques tous ces virages rapides. Même si je préfère l'ancienne version avec le fameux bridge, celle-ci n'est pas trop mal, je lui reproche juste son virage lent dans le premier secteur. En revanche, une fois celui-ci passé, c'est un véritable bonheur à chacun d'entre eux. Comme les anciens derniers virages, Brooklands, Newfield et Woodcote, qui demandent un petit peu de patience malgré la vitesse avant de rentrer dans l'enchaînement le plus dingue de la saison. Propulsé par Copse, on entre à grande vitesse dans Maggots, Beckett, Chapelle. Dans une Formule 1, le premier gauche-droite est à fond, on relâche à peine en tombant une vitesse dans le deuxième gauche et on fait chuter encore un peu la vitesse pour Beckett avant de remettre pied au plancher pour Chapelle et la ligne droite. C'est un défi car vous devez être très précis à cette vitesse, avoir confiance en votre train arrière et faire preuve d'un bon jugement pour les virages. Juste sublime. Numéro 3, on entre dans le podium avec un circuit qui n'a atteint que très récemment mon top 3. Nürburgring Nordschleife. Il a atteint mon top 3 que très récemment car ce n'est que très récemment que je le connais par cœur. Et je ne suis pas peu fier de dire ça. Pour certains, l'enfer vert est tout simplement un enfer, mais lorsqu'on cerne ce circuit, on prend un plaisir fou. Que dire de lui? Il est lent. Il est très lent. 20 km 832, on y fait le tour en 6-7 minutes en fonction de la voiture. Il est étroit, bosselé, avec du dénivelé. Les rails sont proches, mais surtout, on y retrouve tout type de virages et enchaînements à tel point que si les circuits étaient des nombres, Nordschleife serait pi. Parce que pi est un nombre universel, on y retrouve tous les enchaînements de numéros possibles. Mais bref, j'aurais du mal à citer un virage en particulier, mais pour ma part, c'est le secteur entre Carrousel et la ligne droite que vous voyez à l'écran où je m'y retrouve le plus. Faites-le et vous comprendrez. Numéro 2, le circuit de Spa-Francorchamps. Je suis sûr que vous étiez sûr qu'il y serait car il serait dans beaucoup de top 10. En même temps, c'est mérité, j'ai envie de dire. Regardez-le. Il est beau. Il est très beau.
Et pas seulement beau, son tracé est atypique. Quasiment tous les virages sont magnifiques et géniaux à prendre, et je dis quasiment car forcément il y en a un qui l'est un petit peu moins. C'est l'arrêt de bus. Je préfère notamment celui du début des années 2000 avec une double chicane. Mais bon, mis à part ça, tout est réussi. Tenez, prenez la source. Freinage tardif, petit creux et accélération en descente pour se diriger vers le virage le plus célèbre du monde. Le raidillon de l'eau rouge. En 8ème pour les Formule 1 actuels en arrivant au pied, s'ensuit la compression qui vous oblige à être extrêmement fin avec le volant. Il faut être le plus droit possible avant d'amorcer un virage à gauche qui n'existe encore que dans votre tête. Ce qui rend ce virage si spécial, c'est qu'en plus d'avoir des jets latéraux comme dans tous les virages, vous avez des jets verticaux, positifs et négatifs. Mais je m'interdis de choisir le raidillon comme virage favori. Alors vous me direz que je suis con, certes, mais que j'ai le choix. En même temps, entre les combes, pouhans, stavelottes et blanchiment, c'est clair qu'on y trouve son bonheur. Mais pour moi, c'est au fagne que je prends un plaisir fou. Vous arrivez à fond de pouhans et vous devez subtilement doser votre freinage en fonction de la capacité de votre voiture à prendre un virage à moyenne haute vitesse. Une courbe à droite parfaite avant de reprendre un peu de vitesse dans le deuxième gauche qui ne l'est pas moins. C'est un virage que j'aime beaucoup car elle demande une bonne symbiose entre le pilote et la voiture. Un véritable plaisir. Nous arrivons enfin au dernier circuit, mon préféré parmi tous les circuits du monde, celui des 24 heures du Mans. Comme pour Spa et Nordschleife, c'est un circuit à caractère unique et inégalable. Un genre de mix entre l'ambiance chaleureuse de Spa et l'hostilité de la boucle nord. Un circuit ultra rapide où chaque virage est un bonheur absolu. Et le fait qu'il soit utilisé qu'une fois par an pour la plus grande course du monde renforce clairement sa légende. On peut diviser ce circuit en deux parties, la partie avec des virages et la partie en ligne droite. La partie rapide débute après le fameux tertre rouge, cette longue ligne droite des Unaudières entrecoupée de deux chicanes artificielles. En général, ce type de chicane suscite le dégoût auprès des fans et des pilotes, mais pas celle-ci, car de légères bosses les rendent plaisantes. Au bout de cette ligne droite, le terrible freinage de Mulsanne qui mine de rien se passe à haute vitesse. S'ensuit une nouvelle ligne droite, quelques virages, puis encore une ligne droite avant de rentrer dans la deuxième partie, celle avec des virages. Des virages Porsche au virage du karting, les pilotes jouent avec les limites de la piste, mais aussi avec la limite de leur voiture et surtout d'eux-mêmes. Car il faut vaincre le réflexe de relâcher le pied droit. Enfin, la chicane Ford et la chicane du raccordement sont les deux derniers défis de ce circuit de 13 km 625. Sans oublier la chicane Dunlop où les freins montent au rouge et où les pilotes doivent faire preuve d'un peu de patience. Ensuite, la descente vers les magnifiques S de la forêt qui se passe à grande vitesse. Si vous connaissez ce circuit par cœur, vous remarquerez que j'ai oublié deux virages, dont un, selon moi, qui est le meilleur virage du monde, Indianapolis. Vous arrivez à plus de 330 km/h pour vous jeter dans un droit terrifiant. La voiture bouge énormément et le virage à gauche approche dangereusement. Vous devez la stabiliser en urgence et le plus possible pour la jeter dans le banking. Énormément de stress en quelques mètres, car plus d'une fois vous vous êtes fait peur à ce virage. C'est un circuit où tous les virages sont géniaux, sans exception. Même Arnage, qui est une torture vu que c'est un virage lent. Et c'est pour ça que Le Mans est pour moi le meilleur circuit du monde. Je n'ai qu'un seul mot pour le décrire, orgasmique. Certains seront surpris de l'absence de certains circuits dans le top 10. Le choix n'a pas été simple à faire, j'aurais bien pu mettre Austin aux États-Unis ou Macao à Macao. Mais bon, j'ai fait mon choix. N'hésitez pas à mettre votre top 10 dans les commentaires et c'est avec plaisir que je les lirai. En ce moment, ma chaîne grossit de plus en plus et ça fait grave plaisir, c'est cool. Je n'ai qu'un mot pour décrire ça, orgasmique. MDR. Mais on va se calmer un petit peu. Les réseaux sociaux sont censés s'être affichés depuis un petit moment et vous pouvez aller m'y rejoindre. Mais surtout, en attendant, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer le pilotage. À la prochaine, salut les fans.